Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette émission Justice pour tous. Cette émission qui met une lumière sur les exactions commises différentes parties de la République démocratique du Congo. Depuis fin 2025, des cas d'exactions ont été commises en République démocratique du Congo, précisément dans la province Sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. Tels cas ont été répertoriés dans le Kamanyola, Kiliba, Lovungi, Sangé et précisément à Ouvira. Pour ne citer que cela, des cas de violations des droits humains ont été commis dans cette partie et une alerte des défenseurs des droits humains a été lancée à toutes les autorités de partout dans le monde. Aujourd'hui, messieurs, dames, téléspectateurs et internautes de Simba Media DRC, nous recevons Jean-Paul Ngangondi, coordonnateur national de l'ONG CRDH, bien sûr, lui qui pourra nous expliquer c'est quoi CRDH, ancien député provincial de la province du Nord Kivu, bien sûr, mais aussi défenseur des droits humains. Jean-Paul Ngangondi, bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan. Vous allez bien? Je me porte très bien. Vous êtes venu nous voir, comment vous trouvez notre travail? En tout cas, c'est pour la première fois d'être dans ces studios. Je crois que c'est impeccable. Je ne dois que féliciter les initiateurs de ces médias, parce que ça fait partie des médias qui font la fierté dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu en général. Merci beaucoup pour ce compliment. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler sur différents cas d'exaction qui ont été commises dans la province du Sud Kivu, surtout dans cette partie, dans la plaine de la Ruzizi bien sûr. Alors, quels sont ces différents cas? Merci. Je vais d'abord commencer par dire aux téléspectateurs que je suis l'un des organisations, donc l'un des responsables des organisations humanitaires indépendantes qui ont enquêté qui ont lancé des enquêtes sur les exactions commises précisément par la coalition FARDC que nous connaissons. Derrière cette coalition, il y a l'armée burundaise, il y a les FDLR, il y a les différents groupes ou factions des Maïmaï que le régime a collé les noms des patriotes alors qu'ils sont auteurs de plusieurs exactions contre la population civile avant et pendant d'être officialisé par le régime de Kinshasa. Et donc nous sommes une collectif ou soit un consortium de 5 structures. 5. Il y a la Convention pour le respect des droits humains que nous appelons CRDH. Votre organisation. Mon organisation que je chapeaute, dont je suis d'ailleurs le fondateur depuis 2013. Wow. C'était avant que vous soyez député provincial. C'était avant que je ne sois député provincial. Il y a la diaspora plurielle congolaise qui est basée en France. Il y a aussi l'Action pour les droits de l'homme qui est basée en France. Il y a Kakondo qui est basé aux États-Unis et en Europe. Et nous avons aussi Isoko. Donc ce sont là les structures indépendantes qui ont lancé des enquêtes sur cet aspect dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Du coup, donc il faut vous dire que nos enquêtes ne concernent pas seulement la province du Sud Kivu, mais ça concerne les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu. Justement, quand vous parlez de cette enquête, parce que je rappelle qu'il y a eu même un rapport qui a été publié par votre organisation CRDH qui fustige le fait qu'il y a eu bombardement dans la plaine de la Ruzizi et qui ont été commis, des bombardements ont été commis par les FARDC et c'est supplétif. Exactement, ça c'est en fait le premier rapport de nos enquêtes humanitaires dans la province du Sud Kivu, et ces enquêtes ont été initiées sur base des informations que nous étions en train de recevoir à partir de cette province, avec une vague de déplacés internes, de réfugiés des Congolais qui ont quitté le pays pour aller se réfugier et dans le pays que nous appelons des pays voisins, notamment le Burundi et le Rwanda.
Alors, nous étions obligés d'abord de passer par le Rwanda pour aller écouter nos compatriotes congolais qui étaient venus, qui sont dans les cas de transit au niveau du Rwanda à Nyarushishi. Je vois. Et après avoir écouté tout ce qu'ils étaient en train de nous relater, nous étions obligés de demander l'autorisation d'aller sur le terrain pour aller nous acquérir nous-mêmes de la situation et comprendre ce qui était passé exactement. Et la réalité est que l'armée burundaise était en train de lancer des bombes à partir de ce sol, juste à la frontière de notre pays, mais également d'autres éléments de l'armée burundaise qui étaient sur le sol congolais, derrière les FARDC, accompagnés des Wazalendo, accompagnés des mercenaires, accompagnés des FDLR, étaient aussi en train de bombarder la cité de Kamanyola à partir de Luvungi. Et pour votre information, tous les endroits que nous avions visités, qui ont été bombardés, des quartiers qui ont été victimes de bombardements, dans ces quartiers, selon les témoignages, il n'y avait pas, en fait, des cibles militaires. On ne ciblait que la population. Il y avait la population qui était en train d'être ciblée. Wow. Et on a vu, du coup, toute une famille entière bombardée. Oh là là. On nous a montré des endroits, des maisons où on avait tué et le père, et sa femme, ses enfants, ses petits-fils. Et donc, la famille est disparue et exterminée. Oh là là. Et ça, pour nous, ce sont des cas graves de violation des principes de la guerre, parce que la guerre est, au niveau international, la guerre est déjà, comme on dit, il y a déjà des lois qui réglementent la guerre. Il y a le droit international humanitaire, le droit à la guerre. Donc, ce qui s'est passé dans cette partie de notre pays, c'est une violation grave d'abord des droits de l'homme. C'est aussi une violation grave des droits internationaux humanitaires. Et le fait qu'on cible la population et non s'attaquer à l'ennemi. Quand il y a la guerre, les partis ne doivent pas confondre les populations civiles à des combattants. La population civile doit être mise à l'abri. Il y a aussi des endroits qui ne doivent pas être occupés par les combattants, qui ne doivent pas être des cibles des combattants. C'est par exemple les églises. Il y a les écoles, les hôpitaux. Il y a également les structures humanitaires, ou soit les convois humanitaires. Donc, les hôpitaux, les ambulances des humanitaires, tout ça doit être protégé. Ce qui n'a pas été respecté. Et donc, nous avions enquêté sur ça et nous étions obligés, après recevoir d'autres informations sur le terrain, d'aller plus loin, jusqu'à atteindre même la ville d'Ouvira, où nous avions écouté plusieurs couches de la population, victimes des exactions de la part de cette coalition. Parce que quand nous avons toujours suivi les Mouyaï à Kinshasa, en train de parler, quand nous avons toujours suivi les Nzangi et tous ces fatigants à Kinshasa, nous croyons ce qu'ils disent, c'est ça la réalité. Mais lorsque vous allez vers cette population qui est en train de subir cette guerre, vous découvrez d'autres réalités. Et il faut dire que l'État congolais est en train de massacrer la population. L'État congolais, à travers son armée, à travers ses alliés, ils sont en train d'exterminer notre population. Je ne sais pas ce qui se passe sur notre sol. On peut aller le faire à Moupopa, dans le village du chef de l'État, parce qu'il est en train de nous tuer. Mais ce que lui est en train de faire ici, il ne peut pas cautionner que ça se fasse chez lui. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et ça, c'est un crime. Nous appelons ça crime de guerre. Et nous appelons ça aussi crime contre l'humanité, parce que les faits sont établis. Les faits sont établis et voilà pourquoi nous avions enquêté sur ça, et après les enquêtes, nous étions obligés de sortir notre rapport, parce que nous étions en train de suivre évidemment d'autres organisations humanitaires qui étaient en train de rendre public les rapports, mais tout en ne faisant pas attention tout en n'apprenant pas d'autres éléments très importants. Il y a des évidences.
Il y a des évidences. Par exemple, les exactions qui sont commises par l'armée avec ses supplétifs. Ce sont des crimes. Ce sont des violations des droits humains. Mais d'autres organisations internationales et nationales, ils prennent d'autres organisations internationales et nationales, ils prennent les exactions commises par la coalition FARDC comme étant des crimes sains. Ils n'en parlent pas. Et nous avons pris ce courage de relayer tout ce que l'armée congolaise avec l'armée burundaise, accompagnée par les groupes armés et locaux que nous appelons des Maïmaï, dont on a baptisé patriotes, des patriotes qui tuent, qui violent, qui massacrent. Ce sont des crimes. Nous avons, oui, ce sont Parce des que crimes. je présume qu'un jour, ça va revenir. Hein, pas un jour. Nous nous battons pour ça. Donc, il ne faut même pas croire que ça passera inaperçu. Voilà que nous avons pris le temps d'enquêter, de lancer des enquêtes. Et pour votre information, nous avons obtenu un soutien indéfectible de certains avocats au niveau international qui maîtrisent les systèmes judiciaires au niveau international pour que ces crimes puissent être apportés devant les juridictions internationales qui ont la compétence de statuer sur les faits. Et justement, comme vous parlez de cela, je rappelle que vous avez même produit, vous avez le temps de produire une vidéo de plusieurs minutes dans laquelle vous faites allusion à ces cas de violence dans la partie, dans le sud Kivu, les cas de Kamanyola, de Luvungi et d'Uvira. Je laisse d'abord le temps de suivre. Une cité frontalière marquée par des affrontements récents, où les dégâts humains et matériels restent visibles. Sous contrôle de la FCM 23 au moment de notre passage, Kamanyola porte encore les traces d'une période de grande tension en début du mois de décembre 2025. Sur place, le chef de la cité que nous rencontrons évoque le pilonnement qui, selon lui, s'est révenu à la fois des positions situées du côté Burundi et de Luvungi, en territoire congolais, où étaient déployés les FARDC et leurs alliés. Les bombes étaient en train de tomber ici, en provenant de l'autre côté au Burundi. Ils nous expliqueront un jour pourquoi ils ont voulu tuer les fils de filles de Kamanyola, pourquoi ils ont voulu nous endayer comme ça. Kamanyola, rappelons-le, se trouve en République démocratique du Congo, à la croisée des frontières avec le Rwanda et le Burundi. Nous étions dans l'abri là-bas, quelque part, en train d'observer, avec une œil impuissant. L'antenne Vodacom brûlée suite aux zombies qui étaient vers les territoires voisins, vers le pays voisin, le Burundi. Voilà, comme vous venez de voir ici. Vous voyez l'impact, hein? Voilà, c'est là où... Espérons qu'il n'y a pas de danger sur on avance encore. On ne sait pas encore parce que... Vous ne savez pas encore. Les techniciens n'ont pas encore arrivé ici. Au Kota, à Zobangate. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, là où le bombardement. Voir les transferts qui a été impacté aussi. Pas même les transferts, les générateurs ont été impactés, le bas des réseaux impacté. Donc Kamanyola est complètement isolé pour le moment en termes de communication. Parce qu'ici on n'avait que des antennes Airtel et Vodacom. Alors, on revient dans ce plateau de Simba Media DRC. Je rappelle que nous avons comme pour invité Maître Jean-Paul Ngangondi, qui est bien sûr activiste des droits humains et coordonnateur national du CRDH. Avec lui, nous sommes en train de parler des différentes exactions qui ont été commises dans la province du Sud Kivu, surtout dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Vous venez de voir bien sûr cette vidéo. Alors, Jean-Paul Ngangondi, dans cette vidéo, nous voyons même qu'il y a des civils qui ont vu leur maison être complètement détruite. Exactement, quand vous suivez les documentaires. Voilà le travail que nous sommes en train de faire, parce que nous nous battons comme structure humanitaire d'éclairer l'opinion et de dire la vérité, que les autres ont toujours fui malheureusement. Et notre souci, c'est au fait faire voir au monde ce qui se passe chez nous. Parce que ce qui se passe, c'est inacceptable. Vous voyez des femmes qui ont fui Kamanyola et d'autres coins de la plaine de Ruzizi en train de témoigner comment les faits s'étaient passés. Il y avait des bombardements qui provenaient sur le sol, soit du territoire burundais, d'office. Alors, c'est ce qui m'a intrigué. Hein? Oui, donc
Ndayishimiye avec son armée a tué nos compatriotes. Alors, ça c'est Et une donc, violation. la responsabilité de l'État burundais est engagée sur le plan international. Donc, au niveau pénal, au moins, l'État burundais ne peut pas nous échapper. Mais aussi, l'État congolais n'échappera pas. Parce que son armée, qui a utilisé aussi des milices et une rébellion étrangère que nous appelons FDLR. Et les FNDB aussi. Oui. Donc, vous comprenez que l'État congolais est aussi tombé dans ce crime-là. Donc, on ne privilégie plus la sécurisation de la non, population. Donc, pour Tshisekedi, s'il faut tuer toute la population du Nord et du Sud Kivu, pourvu qu'il reste au pouvoir, et tant pis, il s'en fout. Il s'en fout. Et il est en train de mener la guerre comme à l'époque de la jungle, où il n'y avait pas la loi, ou les lois qui réglementent tout. Même en RDC, quand même, il y a la Constitution. Et la protection des populations, c'est vraiment une priorité. Lorsqu'on prépare une guerre, on doit étudier tout ça. Et on ne peut pas, alors qu'on était en train de fuir là où il n'y avait pas la population, et maintenant venir commencer la guerre à pleine population. Alors, quand vous parlez de cela, qu'est-ce que vous aurez proposé? Que la population d'abord fuit ou qu'il n'y ait pas directement la guerre? Pourquoi faire fuir la population? Nous sommes des humanitaires, nous nous battons pour la paix. Voilà pourquoi, et au début, nous étions en train de dire à Tshisekedi et son gouvernement, nous étions en train de dire à tous les deux partis de se mettre ensemble autour d'une même table pour privilégier les options pacifiques, afin que nous ne puissions pas connaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais lorsque nous étions en train de dire ça, de proposer ça au gouvernement, les talibans étaient en train de nous taxer des Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, ne vous en faites pas. Une fois vous dites la vérité, vous devenez Rwandais, comme si être Rwandais, c'est de l'injure. Donc nous sommes devenus comme si nous ne sommes plus un peuple qui doit réfléchir et proposer des pistes et des solutions meilleures aux autorités qui nous gouvernent. Les autorités s'en foutent de tout ce qu'on donne comme proposition, et pourtant meilleure, qui peut nous permettre d'aboutir à obtenir la paix, ça autant à connaître les exactions que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il n'y a pas seulement ces femmes, il y a aussi des enfants qui témoignent. Et nous avons vu, du coup, des blessés de ces bombardements. Nous avons vu des enfants dont leurs membres ou leurs parties des membres sont pratiquement amputés. On a même observé dans cette vidéo. Nous avons vu des malades mourir devant nos yeux, des blessés à l'hôpital. Et maintenant, d'autres compatriotes congolais qui sont dans la partie qui n'est pas concernée par la guerre, ils ne savent pas ça. Nous avons pris ce courage d'aller sur le terrain, d'enquêter et de visualiser toutes ces exactions pour permettre à ce que d'abord les Congolais qui, en fait, ils sont en train d'être trompés par le régime de Kinshasa, experts à dire des mensonges, d'accéder à cette vérité par rapport à la situation sécuritaire qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, tout de suite, vous venez de parler de ce dialogue qui doit être un idéal. Exact. Ça veut dire, parce qu'on a vu même dans la vidéo, votre vidéo a circulé jusqu'à ce qu'on l'a visualisé en Europe. Je crois, je ne sais pas si je me suis trompé, mais ça a été le cas. Exact. Bon, en fait, nos partenaires avec qui nous avions lancé les enquêtes, ils restent en Europe. Donc au même moment où nous avions... Ceux de la diaspora. Oui, ceux de la diaspora. Au même moment où nous avions organisé une activité ici pour publier officiellement notre rapport, au même moment, il s'était aussi organisé avec les collectifs des avocats qui nous appuient au niveau international désormais pour organiser la même activité en Europe, précisément au niveau de Bruxelles. Voilà. Et malheureusement, à Bruxelles, bon, malheureusement, mais heureusement pour nous, à Bruxelles, lorsqu'ils ont lancé cette activité, la partie présidentielle, donc
les amis de Chilombo, notamment d'abord ceux-là qui travaillent dans l'ambassade de notre pays au niveau de la Bruxelles, et d'autres combattants de l'UDPS étaient venus perturber notre activité. Wow. Ce n'était pas facile. Donc, Ni était la police, c'est parce que nous étions informés et nous avions demandé à nos amis qui sont en Europe de réquisitionner directement la police après avoir été informés de tout ce qui était en train de se préparer. Parce que nous suivons de près ces gens-là. Et heureusement pour nous, la police était là et notre activité était passée. Wow, voilà. Heureusement. Donc c'est pour dire que Kinshasa est déterminé de pouvoir cacher ce qui se passe, ce qu'il fait comme crime ici. Et de créer des crimes imaginaires contre ses adversaires. Mais lui, Kinshasa est en train de commettre des crimes graves. Que dira cet enfant? Voilà que pendant tout ce temps-là, aucune organisation de défense des droits humains nationale et internationale n'avait encore parlé de ça. Les Jean-Claude Kapiamba, les autres là, comment on appelle, il y a d'autres qui sont à Kinshasa là-bas, bouche fermée. Lazado, bouche fermée. Il aurait fallu qu'on laisse cette publication, que maintenant, au niveau international, qu'il y ait des réactions. Ça, c'est inacceptable. vous pensez que c'est une complicité? C'est une complicité. Mais, attention, Tshisekedi met assez de moyens pour montrer à la communauté internationale que c'est lui la victime. Alors qu'au-delà de son régime, il y a le peuple qui souffre, il y a le peuple qui est en train de subir les conséquences de son irresponsabilité dans la prise en charge des questions sécuritaires. Voilà la réalité. Il met beaucoup d'argent, même vous les journalistes. Oui, Il n'y a que les journalistes qui sont peut-être dans la zone occupée qui essaient de relayer ce qui se passe. Mais ce qui se passe ici ne peut pas être relayé dans la zone sous contrôle du régime de Félix. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus voyager. Voilà. Une fois vous arrivez dans cette partie-là, on va vous arrêter, vous traiter comme un élément de l'AFC 23. Donc, pour eux, tout le monde qui est dans cette zone, il est rebelle. Vous voyez la manière de réfléchir de ces gens-là qui sont au pouvoir actuellement. Très, très, très regrettable en tout cas. Alors, nous passons à cette deuxième partie. On a parlé de ces exactions qui ont été commises dans la partie, dans la plaine de la Ruzizi. Parlons maintenant de Uvira. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que le M23, bien sûr, a respecté cette demande de la communauté internationale jusqu'à ce que le M23 s'est retiré de cette zone. Mais aujourd'hui, il semble que rien ne va. Merci beaucoup. Exactement, nous étions aussi en train de suivre parce qu'après avoir lancé les enquêtes dans cette partie du territoire national, nos yeux restent là-bas. Même si nous avons déjà publié le premier rapport et le deuxième, nous continuons à enquêter. C'est pour dire à ces gens-là qui sont sur terrain que nous sommes en train de les suivre. Et nous continuons à eux sur eux. Oui. Nous continuons à ramasser des informations. Ouais. Et les commandants qui sont là sont tenus responsables. Les commandants des FARDC, les commandants de l'armée burundaise, les commandants de tous ces groupes-là de bandits qui se dit à armée, des Maïmaï et des FDLR. Donc nous continuons à suivre. Nos yeux sont là. Nous continuons à surveiller. Et donc, sur ordre de la communauté internationale, notamment les États-Unis, la médiation qatari, l'Union européenne et d'autres, il a été demandé à l'AFC M23, au nom de la paix et de la poursuite de processus de dialogue qui est à court, de se retirer. Et l'AFC a dit, bon, ok, nous on est prêt de nous retirer, mais écoutez, nous craignons qu'après notre retrait, qu'il y ait des exactions contre la population civile, qu'il y ait des actes de représailles. Au même moment où vous nous demandez de quitter, nous vous demandons également de préparer une brigade
neutre. Qui va venir au fait occuper cette partie pendant cette période transitoire en attendant que d'autres actions au niveau soit international, au niveau national, entre gouvernement et AFC se fassent sur terrain. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et la communauté internationale s'est seulement fiée à faire pression. Ça préparait une disposition par rapport au sort de cette population qui va rester à Uvira pendant ce moment de retrait. Et l'AFC s'est retiré. C'était le 17. Le 17. L'AFC s'était retiré. Le 17 janvier. Oui. Et nous tous, nous étions en train de suivre parce que nous devons suivre exactement. Et c'était sa casse. C'est donc, personnellement, je remercie l'AFC M23 parce que, bon, pour nous... On dira encore que vous êtes de mèche, hein? Non. Quand elle respecte les principes de la guerre, nous disons c'est d'une manière responsable. Alors, maintenant, l'AFC s'est retiré. Et le dimanche matin, il y a eu arrivé des différentes factions de Maïmaï, des groupes armés locaux. C'est déjà une violation. Oui. Ils sont arrivés, ça préparait, ça quoi. Et puis, par la suite, c'était les FARDC. Et pendant ce temps-là, dans moins de 3 heures de temps, il y a eu beaucoup d'exactions, y compris les viols contre les mineurs et contre les femmes, des assassinats ciblés contre certains compatriotes qui ont été accusés d'avoir soutenu l'AFC M23 et d'autres qui ont été accusés d'être éléments de l'AFC M23 et d'autres patriotes qui, du coup, à cause de leur morphologie, ont été tués. Il y a nos compatriotes Banyamulenge. Les membres de la communauté Banyamulenge, ce sont des Tutsis congolais, tels que vous connaissez. Bien sûr. Mais qui ont été massacrés. Il y a les membres de la communauté burundaise. Et nous, pendant qu'ils étaient en train de commettre ces exactions, nous étions en train de les suivre, nous étions en train de les visualiser. Nous avons des vidéos. Et ils ont pillé même les établissements publics de l'État. Ils ont pillé les églises des membres de la communauté Banyamulenge et détruit même ces églises. Ils ont pillé des maisons et des boutiques des membres de la communauté Banyamulenge et Barundi et les boutiques des autres compatriotes congolais. Alors, on dirait qu'ils se sont justement attaqués seulement à cette communauté-là. Exact. C'est ça maintenant qui prouve qu'il y a un génocide planifié. Et le monde doit connaître ça. Contre les Banyamulenge. Contre les Banyamulenge, mais aussi contre les Baswahili. Parce que le langage de Kinshasa aujourd'hui, tout Mouswahili est rwandais. Je ne connais même pas dans ma famille qui est rwandais. Tout Mouswahili est rwandais. Même vous moi, êtes du grand nombre. Même moi, je suis rwandais. Pour ces gens de Kinshasa, pour ces gens de l'Ouest, tous sont rwandais. Heureusement, parmi les enquêteurs, il y a même les ressortissants de l'Équateur, mais qui ont foulé leur sol là-bas. Ils ont compris que, voilà, parce que quand il y avait la délimitation des frontières. Merci beaucoup Jean-Paul Ngangondi. Je rappelle que vous êtes activiste des droits humains, coordonnateur du CRDH, ancien député provincial. Merci d'être passé à nos installations. C'est moi qui vous remercie et je remercie toute l'équipe de la radio Simba. Merci beaucoup. Revenez encore. Merci. Très bien.